On se retrouve pour cette troisième et dernière vidéo de la séquence. L'objectif, c'est qu'après avoir vu quelle était notre situation de départ au moment de commencer à se préparer un ultra, on a analysé le point d'arrivée et ce que nécessite l'atteinte de l'objectif, ce qu'on va devoir produire le jour J. Il est temps d'écrire les semaines et les mois de préparation qui distinguent les deux points. C'est répondre à la question que faire. Et là, première distinction, c'est la différence entre un entraînement et une préparation. Pour moi, une préparation, c'est l'ensemble de ce qu'on met en place pour atteindre son objectif. L'entraînement, ça fait partie de la préparation, mais pour moi, c'est uniquement la partie qu'on va faire, on va dire basket au pied ou avec un short, l'activité physique. Or, on le rappelle, pour réussir ces ultras, c'est à la fois de la prépa physique, donc de l'entraînement, mais aussi de la préparation mentale, de la gestion de course et des connaissances pour savoir pourquoi et dans quel ordre faire tout ça. Donc déjà, première chose, dans cette vidéo, on ne parle pas d'un entraînement uniquement, mais d'une préparation. Pour aborder une préparation, avant même de la commencer, ou plutôt elle commence par ça, pour moi c'est hyper important d'être très clair avec soi-même, sur le cadre dans lequel elle va trouver sa place, cette préparation. Et s'il y a une chose que je travaille avec les personnes que j'accompagne, et par laquelle on commence, c'est sans doute celle-là qui est la plus importante, c'est que la performance, c'est la conséquence d'un certain épanouissement. Et c'est le résultat d'un certain équilibre, et pas l'inverse. Et donc, commencer par définir la place que la préparation va prendre, et donc, en creux, définir aussi la place qu'elle ne va pas prendre, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on ne va pas faire, ce qu'on ne veut pas faire, et ben c'est déjà se donner les conditions d'être épanoui pendant cette prépa. Et c'est la meilleure, peut-être garantie, ou la meilleure chose qu'on puisse faire pour atteindre son objectif. Définir sa relation à la course, le pourquoi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ça c'est hyper important. Et déjà, on l'a vu un petit peu dans la vidéo 2, quand on a défini son objectif, on s'est déjà quand même posé pas mal de questions. Quand on réalise, ok, qu'est-ce que ça représente, dans quel état je veux le finir, etc. En creux, on répond quand même à la question, est-ce que je suis vraiment motivé et déterminé à le faire, ou est-ce que en fait je me trompe un peu d'objectif. Donc, définir sa relation à la course, exprimer très clairement pour soi pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Qu'est-ce qui nous pousse à réussir à le faire, extrêmement important. Ensuite, on va arriver à quelque chose de plus concret pour savoir la place que va prendre la prépa dans notre vie pendant les prochaines semaines, les prochains mois. Et ça commence très concrètement et très basiquement par le nombre de créneaux disponibles dans la semaine. Est-ce que d'ailleurs c'est toujours les mêmes, toujours les semaines, chaque semaine? Est-ce que chacun des créneaux a la même durée ou est-ce que c'est des durées qui sont variables? Donc le nombre de créneaux disponibles dans la semaine pour cette préparation. Leur répartition dans la semaine et dans les mois à venir. Est-ce que c'est, encore une fois, toujours les mêmes semaines? Est-ce que c'est toutes les semaines? Est-ce qu'il y a des périodes où là, on va s'y consacrer beaucoup plus qu'à d'autres? Et tout ça, le mapper et le savoir, déjà quand on aborde sa préparation, jusqu'à l'échéance finale et le moment où on veut tenter d'atteindre notre objectif. Enfin, on va aussi lister, est-ce qu'il y a d'autres activités sportives qu'il faut caler, ou qui nous font plaisir, ou que dans tous les cas on n'a pas envie d'arrêter et qu'on va continuer, activités physiques et ou sportives, qu'on va continuer pendant toute la prépa. Parce que ça, en fait, déjà, un, il faut, à mon sens, pas les arrêter, ou c'est pas obligatoire. Mais deux, il faut les intégrer à sa préparation, et donc en être très conscient. Quelqu'un qui va, par exemple, je dis une bêtise, faire du vélo, ou d'autres, ça peut être de la danse, ou d'autres, ça peut être un sport collectif, et ben en fait, l'intégrer et l'avoir comme c'est un des éléments qu'on sait qui va avoir lieu pendant notre préparation et qu'on ne veut pas bouger, ça nous permet derrière de définir la préparation en fonction de cet élément-là. Et il faut bien, dans la définition de ce cadre dans lequel la préparation spécifique à l'ultra va évoluer, qu'on ait bien listé tout ce qui nous permet de garder notre équilibre vie pro, vie perso, vie sportive. Pareil, dans ces activités autres, on peut inclure, si on est par exemple dans un club de trail ou dans un club de course à pied, comment est-ce qu'en fait dans notre préparation, on sait qu'on a une, deux, trois séances avec ce club par semaine, et du coup comment on va l'intégrer dans notre préparation globale. Donc, première chose, définir le cadre de la préparation, quelle place ça va occuper dans notre vie, en commençant par définir sa relation à la course, qu'est-ce qu'on va chercher et pourquoi.
Ensuite, le nombre de créneaux dispo, leur répartition dans la semaine et pendant les prochains mois. Et s'il y a d'autres activités sportives qui nous font plaisir et d'autres cadres, comme par exemple celui du club, pour aborder cette préparation. Ensuite, une fois qu'on a le cadre, qu'est-ce qu'on doit y mettre dans cette préparation pour, encore une fois, arriver à avoir le niveau qu'on a détaillé dans la deuxième vidéo, en sachant de où on part. Et donc, qu'est-ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on n'a pas. La première chose, et qui pour moi est la plus importante, c'est des connaissances théoriques. Des connaissances théoriques sur le corps, comment le mobiliser sur des efforts aussi longs, comment est-ce qu'il fonctionne, comment le corps fonctionne dans ces épreuves d'ultra. Pour moi, c'est hyper important de commencer par ça et d'avoir déjà des notions théoriques avant même d'utiliser le corps. 1, on gagne beaucoup plus de temps. 2, on évite de se blesser. Et 3, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, on a du sens. On a du sens parce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on fait telle chose, qu'est-ce qu'on va chercher avec, et quels sont les leviers pour pouvoir activer tout ça. Une autre des raisons qui fait que c'est extrêmement important d'avoir les connaissances théoriques et de comprendre comment le corps fonctionne, c'est que quand vous êtes dans un effort d'ultra et le jour J, en fait, vous êtes votre propre boussole. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va vous dire là, il se passe ça, ou il faut réagir à tel, à tel événement ou élément de telle façon, etc. Non, c'est vous qui serez tout seul dans votre short et qui devrez être votre propre boussole. Et en fait, savoir réagir à ce moment-là, votre montre en ultra, avec le dénivelé, avec la fatigue, avec les distances, l'allure ou les informations qu'elle va vous donner, elles seront de moindre importance, voire d'aucune utilité, pour savoir ce qu'on va faire et comment il faut réagir. Donc en fait, les connaissances théoriques et ce socle-là sur comment le corps fonctionne, c'est extrêmement important parce que vous allez dans tous les cas, le jour de l'ultra, devoir être votre propre boussole. Et il y aura forcément de l'inconnu, forcément quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ou que vous n'avez pas imaginé. Et donc, vous devrez être votre propre boussole. La meilleure garantie que ça se passe bien à ce moment-là, c'est que vous sachiez et que vous ayez les connaissances pour réagir et pour être votre propre boussole. Et cette propre boussole, vous allez l'être à la fois pendant l'effort, et ce sera là on va dire le juge de paix et le jour J, le moment crucial, mais aussi vous devrez l'être pendant la préparation. Parce qu'il y a tellement de facteurs, on l'a vu, c'est une préparation qui est extrêmement complète, que être sa propre boussole et être capable d'avoir des connaissances pour respecter son corps, c'est ça qui va non seulement vous permettre de gagner du temps, en ne faisant pas des choses inutiles et en faisant tout ce qu'il faut faire pour réussir, mais aussi qui va vous faire gagner du temps et beaucoup de sérénité en ne vous blessant pas. Donc première chose à faire pour moi, se former. La deuxième chose, c'est travailler la partie mentale. Le dépassement de soi, la résilience, la capacité à mobiliser, on va dire 100% de ses ressources mentales le jour J, capacité à rappeler des expériences passées, à utiliser notre résilience, à mobiliser en fait toutes nos ressources, c'est hyper clé. Et ça, pourquoi est-ce que je le mets en deux? Parce que pareil, c'est tout un travail qui va nous faire comprendre, ok, comment fonctionne ensuite le corps une fois que j'ai les clés de lecture pour analyser ce qui se fait. Et ces clés de lecture, ça fait partie pour moi de la préparation mentale. Et ça, il y a des méthodes qui existent, il y a des contenus, il y a des routines, il y a des exercices, il y a une vraie progression en préparation mentale pour solliciter le dépassement de soi et la résilience, non seulement pendant l'entraînement et la préparation, mais aussi le jour J. Donc ça, moi, je vous dirais, ces deux éléments, la formation et la préparation mentale, c'est des éléments sur lesquels je vous conseille de passer du temps et de commencer par ça, parce qu'une fois que vous les avez mis en place, derrière, vous allez gagner du temps et en retirer les fruits sur toutes les activités que vous allez exécuter après. Si vous commencez par un type d'entraînement ou pour vous lancer bille en tête par la prépa physique, mais que vous ne savez pas comment le corps il fonctionne, comment il va s'adapter, qu'est-ce qu'il faut regarder comme constante, etc. Si vous vous lancez bille en tête, vous prenez un dossard, vous vous inscrivez, vous partez, mais vous ne savez pas comment mobiliser ses ressources mentales, etc., en fait, vous allez prendre des risques de vous blesser, on va dire de faire un peu n'importe quoi, et c'est un peu moins pire que se blesser, mais sinon c'est perdre du temps. Et perdre du temps quand on a un métier, quand on a une famille, quand on n'a pas envie forcément de rater 10 fois, mais d'y arriver, et c'est hyper important de d'abord se former, ensuite d'avoir cette préparation mentale avant de se lancer.
vous gagnerez énormément de temps. La deuxième raison, c'est que se former à ces connaissances et être capable de faire une préparation mentale, ça se bonifie avec le temps. Donc plus tôt vous commencez et plus vous allez devenir expert avec le temps qui passe. Et deuxième chose, c'est qu'une fois que vous l'avez mis en place, c'est des connaissances et c'est des savoir-faire qui qui sont des acquis un peu. C'est un peu comme le vélo, ça vous servira toujours, vous l'oublierez pas. Et le fait de commencer par ça, vous gagnez du temps, énormément de temps. Troisième élément, et là on arrive enfin à cette préparation physique qui la plupart du temps, on y va droit devant, on y va droit dedans et il n'y a quasiment que ça qui compte. Et le nombre de coureurs qui viennent me voir en me disant « Oui mais c'est quoi le plan d'entraînement ?» En fait, le plan d'entraînement il arrive qu'à ce moment-là. Et pour moi c'est un peu symptomatique et c'est même fait exprès de voir qu'en fait il y a une, puis deux, puis trois vidéos et qu'à l'intérieur de la troisième vidéo, c'est à peu près au milieu de cette troisième vidéo qu'on commence à parler, on va dire, de plan d'entraînement et de construction physique. Parce que pour se donner toutes les chances de réussir en ultra, de mon expérience et de ma méthode et de ma façon de faire pour y arriver, si on veut garder son équilibre vie pro-vie perso, si on veut se faire plaisir, si on veut apprendre à se connaître et en même temps partir à l'aventure et réaliser des grandes choses, elle arrive uniquement là, la prépa physique. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, mais ce qui veut dire que ce n'est pas la première clé ni le premier facteur de succès, loin de là. Maintenant, allons-y, parce qu'il ne faut pas se cacher, c'est quand même extrêmement important, et on y prend aussi beaucoup de plaisir. Donc en 3, c'est construire son corps. Construire son corps pour, on l'a dit, atteindre de l'objectif, c'est-à-dire maîtriser parfaitement une séquence, qui est plutôt courte, et ensuite maîtriser ce que ça demande de les enchaîner 3, 4, 5, 10 fois. Pour ça, et je vous les ai notés dans l'ordre de priorité, en 1, pour moi c'est extrêmement important d'avoir le bon geste. Le bon geste même sur une foulée. Le fait de ne pas sursolliciter des articulations, de ne pas user des muscles ou des tendons, etc. Et en fait de réussir à avoir un geste, une foulée, qui nous permet d'utiliser le corps et la machine qu'est le corps de la bonne façon et pas de l'user. Et ça, non seulement à court terme, pour tous les jours, où vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à courir si vous avez le bon geste, mais en plus à moyen et à long terme, et l'objectif c'est quand même de courir le plus longtemps possible dans sa vie, parce qu'a priori ça fait partie de notre équilibre et ça nous apporte du plaisir, avoir le bon geste, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, pour ne pas vous blesser et pour durer le plus longtemps possible, en plus de se faire plaisir. La deuxième chose, c'est la proprioception. Pour moi, la proprioception, c'est comment est-ce qu'on renforce sur chaque appui la prise d'information du corps pour que on ait une tenue naturelle qui nous permette d'ajuster en fonction du sol, ajuster donc aux asymétries du terrain et aussi aux asymétries de son propre corps à l'intérieur et notamment de la fatigue. C'est notre meilleure garantie, cette proprioception, et renforcer la prise d'information sur chaque appui, qui au bout d'un moment devient inconsciente naturellement, mais comment est-ce qu'on renforce la prise d'information et comment est-ce qu'on renforce musculairement, tendineusement et dans la posture, en fait notre tenue naturelle pour que notre corps s'adapte aux asymétries de terrain et aussi à la fatigue au fur et à mesure des kilomètres. Et ça, ces deux éléments, avoir le bon geste et la proprioception, sont sans doute votre meilleure garantie de ne pas vous blesser et de se lancer, on va dire, en confiance dans une zone d'inconnu en termes de distance, qui sera du coup un effort physique que vous n'avez jamais fait à l'entraînement. La troisième chose, c'est l'endurance fondamentale. Pour moi, c'est l'allure à laquelle vous pouvez théoriquement passer, on va dire, votre vie à courir. J'exagère un petit peu, mais si vous êtes dans votre zone de confort, vous savez que vous utilisez la machine de la bonne façon, sans rien dégrader ou user. C'est un peu comme sur une voiture, vous mettez de l'essence et vous roulez, mais vous n'êtes pas en zone rouge, vous n'êtes pas en sous-régime et vous n'êtes pas en train de casser le moteur. Vous n'êtes pas essoufflé, vous êtes dans votre zone, on va dire, optimale, et le travail sur cette endurance fondamentale, c'est d'être le plus efficace possible à cette allure. C'est-à-dire que si vous avez le bon geste, si vous avez la bonne proprioception et que vous vous entraînez à cette allure fondamentale, en fait vous allez devenir de plus, et en passant du temps sur cette endurance fondamentale, vous allez devenir de plus en plus efficace sur cette partie-là et sur cette allure qui sera votre allure forte et celle sur laquelle que vous allez le plus souvent mobiliser dans des efforts qui s'allongent.
Et l'objectif, c'est que même à la fin, si on va dire votre objectif c'est de faire 170 km, les 10 derniers kilomètres, s'ils sont plats, mais que vous réussissiez à les courir à cette allure fondamentale, comme si, ou quasiment, vous veniez de commencer un footing, vous êtes à la même vitesse. Donc ça, c'est votre allure forte. Et le fait d'être extrêmement économe, d'être extrêmement efficace, et pour une même quantité d'énergie, réussir à aller plus vite, ou à cette allure fondamentale, de consommer moins d'énergie à cette allure fondamentale, c'est moi ce que j'appelle l'économie de course. Et c'est ça, le fait d'être extrêmement fort en endurance fondamentale et d'avoir la meilleure économie de course sur cette allure, on va dire, de base, qui sert un peu de pilier à votre séquence maîtrisée, c'est ça, pour moi, le plus important. Et vous verrez qu'on peut aller très très loin dans l'optimisation de ce rythme d'endurance fondamentale. Et c'est quand même la base pour performer en ultra. Quatrième chose dans la construction du corps, c'est la technique. Et là, souvent j'ai des questions de est-ce que oui mais j'habite à Paris c'est plat, ou oui mais j'habite dans l'ouest c'est très plat, ou j'habite au bord de la mer c'est très plat, j'ai pas de zone de dénivelé, ou au contraire quelqu'un qui habite au pied d'une montagne et qui me dit bah oui mais je trouve pas de plat pour m'entraîner, donc le dénivelé ça va mais j'arrive pas à durer. Oui, c'est possible de réussir à courir des ultras, peu importe où on habite, qu'on habite à Paris, qu'on habite à Nantes, qu'on habite dans le Grand Ouest ou dans une région qui est à peu près plate, comme c'est possible de les réussir dans une région qui est uniquement et extrêmement escarpée. Donc, en revanche, donc c'est possible, oui, mais en revanche, ça nécessite quand même d'acquérir une certaine technique, notamment de montée-descente, l'utilisation des bâtons potentiellement. Ça, c'est pareil, c'est important, et ça s'apprend. C'est comme le vélo, on ne le perd pas. Donc oui, c'est possible de réussir à s'entraîner en plaine et quasiment exclusivement en plaine et de terminer des ultras qui sont très montagneux, à condition quand même d'avoir acquéri, enfin d'avoir appris cette technique pour monter et pour descendre, qui fait qu'on ne va pas se casser et ça ne va pas être le point bloquant qui va nous faire abandonner. Et donc cette technique, la théorie, des connaissances, c'est important, mais ensuite il faut malgré tout quand même la pratiquer. Notamment, ce sera pour moi l'objectif de quelques courses intermédiaires avant de vous lancer sur votre grand défi. Ce sera est-ce que ces quelques courses intermédiaires, même si c'est pas aussi prononcé que le jour J, ont permis quand même d'apprendre la technique de montée et de descente. On le fait une fois, ça s'apprend. Ensuite, ça se perd pas. Alors oui, ça peut toujours s'optimiser et s'améliorer, mais au moins la technique, on va dire de base, celle qui nous permettra de ne pas abandonner ou de ne pas tomber ou de ne pas se casser, elle est fondamentale. Et ensuite, et en éléments 1, 2, 3, 4, 5 et 6, c'est la force et l'intensité. Et ça, c'est votre capacité dans la construction du corps à évoluer dans d'autres plages d'intensité ou de force que ce que va demander l'effort de l'ultra à un instant T. Et en fait, ce supplément, on va dire, de force ou d'intensité, cette capacité à gérer plus de force ou d'intensité que ce que l'ultra va demander à un instant T, c'est une de vos meilleures garanties, avec le bon geste et la proprioception, que le jour où vous allez arriver dans une zone de fatigue extrême, en fait, le corps va pouvoir compenser parce qu'il est un peu plus fort et il a l'habitude d'évoluer dans des intensités un peu plus élevées. C'est c'est une très bonne garantie pour ne pas se blesser et pour continuer et que le corps puisse entre guillemets encaisser, parce qu'en fait, il va rester dans une zone qui sait gérer. Quelqu'un qui s'entraîne tout le temps en endurance fondamentale et qui ne fait que ça, il sera très fort là-dessus, mais plus on va ajouter de la fatigue, et plus en fait son corps, habitué à uniquement l'endurance fondamentale et à évoluer dans cet intervalle d'effort et cette plage d'effort qui a pas de pic en termes de force ou d'intensité, et plus il va être désarmé face à la fatigue et aux kilomètres qui s'accumulent. Donc là, hyper important, le travail de force et d'intensité pour tenir en fait les muscles, c'est eux aussi en grande partie qui tiennent les articulations, qui permettent de rester dans le bon geste malgré la fatigue. Et c'est aussi, alors deux choses et deux précisions à ce moment-là, sur la force et sur l'intensité. C'est là aussi, et sur ce travail spécifique-là, que vous pouvez mettre l'accent si vous voulez aller chercher, on va dire, la gagne ou des performances. Et que là, vraiment, l'idée, c'est pas simplement de finir en se faisant plaisir et en étant tranquille avec la barrière horaire, mais l'idée, c'est d'aller chercher la gagne ou d'aller chercher une vraie performance. Pour aller chercher de la performance, la force et l'intensité vont être des zones que vous allez pouvoir travailler pour justement aller chercher ce supplément de performance. En revanche, pour moi, ça sert à rien
de faire de la force et de l'intensité, et de ne faire quasiment que ça ou de commencer par ça, tant qu'on n'a pas le bon geste, tant qu'on n'est pas très bon en proprioception, tant qu'on n'a pas un rythme d'endurance fondamentale qui est quand même extrêmement fort, tant qu'on n'a pas la technique. Ça vient vraiment dans cet ordre-là. Donc à part si vous voulez aller chercher la gagne, le travail de force et d'intensité, on va dire prolongé et qui représente 20, 30, 40, 50 ou plus % de votre préparation, pour moi c'est pas la peine. Et c'est un peu se tromper ou se réduire nos chances de finir et de bien finir parce qu'on devrait passer peut-être plus de temps sur les premiers éléments. Et c'est aussi là où notamment le travail en fractionné, c'est de la force et de l'intensité. C'est développer de la force et de l'intensité grâce à la course à pied. Ceci dit, ce ne sera pas des efforts qui vont mobiliser votre corps tels qu'ils le seront le jour J. Parce que vous ne serez pas à ces allures-là, parce que vous serez beaucoup plus fatigué qu'en général le moment où vous commencez votre séance de fractionné et vous êtes tout frais. Donc oui, c'est une simulation de force et d'intensité en course à pied. Mais est-ce que c'est le meilleur effort pour vous préparer à une zone où vous serez très fatigué et où vous devrez rester dans un intervalle de sollicitation qui sera inférieur en fréquence cardiaque et en force à ce que vous allez travailler en fractionné? J'en suis pas certain et je pense qu'il est possible de faire mieux dans une préparation spécifique ultra, mais ce n'est que mon avis. Et ça dépend aussi de ce qu'on aime. Si on aime le fractionné et tout, ça fait partie de notre équilibre. Si en revanche, c'est pas forcément ce qu'on cherche, ou on a tendance à se blesser en le faisant, ou on n'arrive pas à se motiver, ou on comprend pas pourquoi on le fait, là mon message est très clair. Oui, il existe plein d'autres façons de réussir à progresser, de réussir à se faire plaisir, de réussir à gagner même du temps par rapport à du fractionné, en faisant d'autres sports, ou du renforcement, ou d'autres techniques et d'autres méthodes, pour permettre de se retrouver dans une zone de confort le jour où vous passez, on va dire, ce cap de la distance maximum que vous ayez déjà parcouru. Et ça, en tant qu'ancien sportif de haut niveau, et dans un sport où la force et l'intensité musculaire, à savoir le badminton, étaient clés, je peux vous en dire peut-être un rayon. Bref, je m'arrête là sur cette partie physique, sur construire son corps. Je pourrais en parler pendant des heures. C'est extrêmement important, c'est extrêmement intéressant aussi, et on voit que le corps est capable de choses à n'importe quel âge de la vie assez incroyables. Donc construire son corps, pour moi, 2 messages, et bien à l'idée et à l'esprit que ça trouve sa place, et cette place-là dans la préparation, en 3 et de la 3e vidéo, et que c'est pas le plus important quand on aborde l'effort d'ultra, et que pour moi c'est, pour certains profils, faire une erreur que d'imaginer que aller vers l'ultra, c'est augmenter de la charge sur un entraînement de cours. C'est une des façons d'aller vers l'ultra, mais c'est peut-être pas celle qui est adaptée à tout le monde, et c'est dans tous les cas pas la seule. Donc voilà, hyper important ces 2 messages-là sur la construction du corps et sur la préparation physique. Ensuite, c'est sur la gestion de l'effort, en 4e paramètre. Et ça, pareil, ça vient en 4 parce que vous n'aurez pas à gérer un effort si vous avez déjà abandonné parce que votre corps n'est pas suffisamment solide pour aborder et pour passer les premières étapes de montagne et on va dire les premiers cols et les premiers gros dénivelés. Donc c'est pour ça que ça vient que en 4, même si effectivement, gérer un effort, ça peut vous apporter 2 choses. Déjà, la possibilité de finir. Si vous savez absolument pas gérer, du coup, et les exemples sont légion de, en fait, j'avais trop mal au ventre, ou j'ai eu des problèmes gastriques trop importants, ou j'ai fait une hypothermie, ou autre chose, et du coup, j'ai dû arrêter. Donc ça, gérer un effort, c'est ce qui peut vous permettre d'aller au bout. Et 2, c'est vraiment une source de performance, c'est-à-dire que, sans vouloir jouer la gagne encore une fois, mais pour vous-même, vous pouvez gagner facilement, on va dire 25%. Quand vous regardez à l'arrivée, est-ce que vous êtes arrivé, votre position par rapport au nombre total d'arrivants, vous pouvez gagner facilement 25% grâce à une gestion qui est vraiment optimisée. C'est-à-dire que, je dis une bêtise, vous finissez un trail avec une gestion d'effort pas terrible ou sans avoir mis l'accent dessus, et vous terminez, on va dire, à la moitié des arrivants. Donc vous êtes dans le 50e arrivant sur 100 par exemple, ou 500e sur 1000. Et vous pouvez, avec une bonne gestion de course, et en l'optimisant à fond, et en gagnant de l'expérience sur cette partie-là, pour moi, gagner 25% à l'arrivée, et du coup, au lieu d'arriver 500, arriver 250, toutes choses égales par ailleurs. C'est vraiment un travail, moi j'ai essayé de l'isoler sur 1 ou 2 saisons, de travailler sur la gestion d'effort en particulier, et effectivement, ça porte ses fruits. Donc, pourquoi la gestion de l'effort arrive en 4 ?
Première chose, parce que vous n'aurez pas à gérer un effort si avant 1, 2, 3, vous n'arrivez pas à courir suffisamment longtemps pour que le paramètre de gestion de l'effort entre en compte. Et puis deuxième chose, c'est un vrai plus si vous voulez gagner, et plus la distance s'allonge et plus vous allez chercher du long, du très long avec beaucoup de dénivelé, et plus la gestion de l'effort va vous permettre de terminer, de bien terminer, de vous faire plaisir tout le long, et en plus relativement à tous les finishers, de gagner des places. Savoir gérer un effort, c'est manger, boire, passer une nuit, voire 2 jours une nuit, voire 2 nuits 2 jours ou plus. C'est gérer la fatigue, c'est gérer aussi les changements d'altitude, les changements de température, les changements de météo. Autant de paramètres qui, s'ils ne sont pas gérés ou s'ils sont mal gérés, peuvent vous faire abandonner. Mais qui, s'ils sont bien gérés ou très bien gérés, finalement, on a l'impression que c'est un peu un donné et c'est juste j'ai pas de problème, et du coup, on a du mal à quantifier la valeur. Or, c'est un peu l'inverse, et moi, c'est le message que je vais vous faire passer là. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression de considérer ces paramètres-là comme si j'ai pas de problème, en fait, tout va bien. Alors que quand on n'a pas de problème, il faut avoir conscience que si ça se trouve, on peut aller chercher 2 ou 3 fois mieux que ce qu'on fait. Et là, dans la gestion de l'effort, on prend aussi conscience d'autre chose. On prend conscience que le corps, c'est pas simplement une machine qui utilise un stock d'énergie qu'il a constitué avant le départ et qui va dépenser et utiliser pendant l'effort. Et à la fin de l'effort, on refera des réserves et on refera un stock. Non. En ultra, et c'est aussi une des raisons fondamentales pour lesquelles je suis convaincu que de faire du court et ensuite d'allonger vers l'ultra avec les mêmes méthodes en augmentant la charge n'est pas forcément la solution qui va à tout le monde ou pas forcément la bonne solution pour se préparer à l'ultra. Parce que quand vous êtes sur du court, on entraîne spécifiquement la machine à dépenser un stock d'énergie ou quasiment que ça. Oui, sur un marathon, on va prendre 1, 2, 3, 4 gels où on va boire un petit peu. Mais ces apports-là seront tellement, on va dire, insignifiants par rapport à ce dont vous aurez besoin pour terminer un ultra qui monte sur plusieurs milliers de mètres de dénivelé positif et sur plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. On prend conscience que notre corps, dans un effort d'ultra, c'est pas simplement une machine à dépenser un stock d'énergie constitué avant l'effort. Là, dans un effort d'ultra, on a besoin d'intrants, entre guillemets. On a besoin de carburant et de choses à mettre pendant l'effort lui-même pour que ça fonctionne pendant toute la durée de l'épreuve. Donc on ne va pas simplement taper dans un stock, on doit être capable de gérer une machine qui à la fois dépense de l'énergie, mais en même temps doit garder des ressources et une partie de ces ressources pour créer de l'énergie en même temps qu'elle en dépense. Et ça, pour moi, c'est un des différences fondamentales entre l'ultra et le fond, voire le demi-fond. C'est un des autres secrets qui fait la performance ou simplement le fait de finir en ultra. C'est de réussir à comprendre ça, construire sa machine et avoir conscience de toutes les implications. Quand vous êtes dans un ultra, vous êtes en train de gérer un effort où vous créez, en même temps que vous êtes en train de produire cet effort, les moyens de le prolonger. C'est ça, on en revient à Mathieu Blanchard qui disait que c'était le sport le plus complet et le plus intelligent qui soit. Mais là, on commence à toucher du doigt sur la gestion de l'effort, encore plus ce qu'il voulait dire, sans doute. Pour travailler tout ça, rester sur de la théorie avant tout et des connaissances, on en a parlé. Il faut que ce soit simple, parce que toutes ces choses-là, à la fin, on fait que courir, entre guillemets, et il n'y a rien de plus naturel. Courir, manger, boire, ne pas avoir froid. Mais donc ça doit rester simple, naturel. Mais après, il s'agit quand même de le mettre en conditions réelles, de le répéter, de devenir inconsciemment compétent, c'est-à-dire ne plus avoir à réfléchir à quelque chose pour savoir le maîtriser et le faire. Et donc ça, cette partie où on n'est plus, la théorie reste simple, mais 2, la mise en place et le fait de le répéter, de le travailler, c'est la partie qui est pas facile et il faut la faire. Dans tout ça, dans tous les cas, c'est très intéressant. Et 2, restons le plus intelligent possible. Encore une fois, si on sait bien ce qu'on fait, si on a les bonnes connaissances, la mise en place sera d'autant facilitée et on en retirera d'autant plus de satisfaction parce qu'on comprendra pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, comment ça fonctionne pour obtenir tel résultat. Voilà un peu ces 4 étapes que moi je voulais vous partager là en un peu moins d'une demi-heure à date, sur une fois qu'on a le point de départ de réellement où est-ce qu'on se situe et avec
quels acquis on va aborder l'effort d'ultra. Et là-dedans, il n'y a pas simplement ce qu'on a fait avec des baskets et un short et mesuré par une montre en courant qui compte, loin de là. Ensuite, savoir exactement qu'est-ce que va nécessiter l'atteinte de l'objectif, le détailler, voir exactement ce qui va nous faire faire, et ensuite comprendre ce qu'on doit mettre en place et comment pour atteindre ce niveau-là. Là, je voulais voir avec vous, et dans cette troisième vidéo, le chemin qu'on doit faire pendant quelques semaines et pendant quelques mois pour réussir à combler l'écart entre les deux, en se faisant plaisir, en étant conscient de ce qu'on fait. Donc 1, se former, 2, la prépa mentale, 3, construire son corps et la prépa physique, et 4, la gestion de l'effort. Tout au long de ce chemin et de ces 4 étapes, peut-être mes derniers conseils, une dernière chose que je voulais partager avec vous maintenant, ayez de la rigueur, mais pas de la rigidité. Et c'est là où être sa propre boussole grâce à ses connaissances et savoir ce qu'on fait, c'est hyper important. Avoir de la rigueur, parce que tout ça dans l'exécution, il faut quand même en passer des heures dehors. Il faut quand même s'engager, un engagement total. On ne part pas comme ça sur 170 km avec 10 000 de D+, à la one again. Écouter son corps, c'est ce qui permet d'être dans la rigueur, mais pas dans la rigidité. Et j'ai un coureur qui me partageait il n'y a pas si longtemps, il le disait comment ? Il me disait j'ai appris à faire la distinction entre le je peux pas parce que j'ai je peux pas parce que j'ai la flemme, du je peux pas parce que c'est pas bon pour moi. Et du coup, il me disait maintenant, quand je suis sur mon canapé, j'ai appris à écouter mon corps pour savoir si j'ai pas envie d'y aller, si je vais pas faire ma sortie, c'est soit parce que j'ai pas envie, et auquel cas là, il faut faire preuve de rigueur, ou je suis dans mon canapé et j'ai pas envie parce que en fait j'ai mal quelque part, ou parce que mon corps n'a pas l'énergie, ou parce que ce serait pas bon pour moi et ce serait forcé de le faire à ce moment-là. Et là, c'est quand il fait ça, il ne tombe pas dans la rigidité. Donc savoir écouter son corps, c'est pas du bullshit. Savoir écouter son corps ou courir à la sensation, parfois on entend ça comme quasiment une excuse pour en fait on n'a pas d'idée sur ce qu'il faut faire, donc on va par défaut courir à la sensation, et c'est négatif. Ou alors, des fois, et encore pire, courir à la sensation ou écouter son corps, ça passe pour une excuse à ne pas faire les choses qui sont vraiment dures ou qui font mal. Non, pour moi c'est le contraire. Savoir écouter son corps, courir à la sensation, c'est quand on est pleinement conscient de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, qu'on sait quoi faire, et qu'on reste maître de sa pratique, avec à chaque instant, on a compris sa machine, son corps, son esprit, c'est un tout, on a compris la machine, on est capable de la monitorer et de la faire progresser. Et ça rejoint savoir écouter son corps, cet état d'esprit, rigueur mais pas rigidité, et cette posture aussi d'équilibre et d'alignement. Et là, on termine, encore une fois, et on boucle la boucle un petit peu. On avait commencé cette prépa par définir le cadre dans lequel elle va avoir lieu pour notre vie, pour garder justement notre équilibre. Mais à l'intérieur même de la prépa, et on termine par ça, cette notion d'équilibre et d'alignement jusqu'au jour J, donc pendant toute la préparation et jusqu'au jour J de l'effort, elle est même hyper importante. Et même après, c'est-à-dire que je vous mets un spoiler là, mais sur une ligne d'arrivée, il se passe beaucoup de choses, mais on finit toujours par redescendre. Et le monde, il ne s'arrête pas. Et vous verrez que vous n'aurez sans doute pas envie d'en faire qu'un seul. Surtout si vous avez maîtrisé votre préparation, que vous savez pourquoi vous le faites, que vous êtes fait plaisir tout le long. Et donc du coup, on retire de l'expérience de ce premier passage de ligne d'arrivée, de cet équilibre et de cet épanouissement qu'on a trouvé dans toute notre prépa et dans la réalisation de jour J. Et c'est ça qui fait qu'on a encore envie de continuer derrière. C'est pas pour se faire mal, mais c'est parce qu'on va y chercher plus. Et que quand on revient de ces efforts-là, on sait qu'on a appris sur nous-mêmes et que ça nous rend, on va dire, un peu peut-être plus fort, ou du moins ça nous donne un peu de recul d'avoir vécu ces aventures sur la vie de tous les jours, et ça participe d'un cercle vertueux pour retirer plus de chacune des expériences qu'on fait dans la vie quotidienne. Pour terminer sur notre document support, et dont le lien est toujours en bas de la vidéo, vous avez un troisième onglet sur la préparation qui reprend les priorités par ordre, pour moi, d'importance. 1, se former. 2, dépassement de soi et résilience, la partie mentale. 3, construire son corps. 4, gérer son effort. Ensuite, je vous propose 3 colonnes.
pour vous, quand vous avancez dans votre préparation, pour la structurer encore un peu plus, c'est les outils que vous mobilisez sur chacune des lignes. Est-ce que c'est des lectures? Est-ce que, j'ai mis des exemples comme ça, hein, méditation, plan d'entraînement sur la partie construire son corps? Est-ce que sur gérer son effort, c'est des tests, c'est des conseils, c'est de la mise en pratique? Donc, les outils que vous mobilisez vous-même pour votre préparation. Deux, la mise en place, c'est-à-dire là, quand vous passez à l'exécution, vous allez utiliser ces outils-là. Est-ce que c'est qu'une fois? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 3 fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Bref, vous étalez dans le temps et vous commencez à pas simplement être dans l'idée et dans la connaissance, mais déjà je le mets dans mon corps et du coup je le mets en place et j'en fais l'expérience. Donc ça c'est le deuxième. Et puis le troisième c'est les résultats. Et toujours cette idée d'être honnête avec soi-même et de savoir s'écouter et d'apprendre à s'écouter pour savoir est-ce que en fait sur cette thématique-là j'ai mis en place ces outils et quel est le résultat à date et comment est-ce que je passe de acquis à non acquis en cours d'acquisition et puis je peux revenir dessus pour toujours aller chercher mieux en me faisant plaisir, en étant consciemment conscient de ce que je fais. Et n'oubliez jamais la partie mentale et la partie gestion de course. C'est au moins aussi important que la prépa physique pour l'ultra long. Pour résumer tout court, et c'est ça, les 3 vidéos sur un même écran, et c'est encore ça que vous retrouvez dans le troisième onglet, de façon automatique, je vous ai mis les formules pour que ça se calcule directement. En fait, quand vous allez remplir l'onglet 1 et l'onglet 2, notamment sur votre objectif, distance, dénivelé, nombre d'heures, l'état dans lequel vous voulez finir, les aptitudes spécifiques et puis la distance en temps entre cet objectif et où vous êtes maintenant. Ça, c'est le deuxième onglet. Ce que vous avez rempli dans votre premier onglet sur la situation actuelle, sur votre meilleur perf, sur votre zone de confort, sur le nombre de points, on va dire, de l'apport des autres expériences à mobiliser, tout ça sera rempli automatiquement et c'est ce que vous retrouvez en troisième onglet pour avoir votre vue d'ensemble. À gauche, vous partez de la situation actuelle, aujourd'hui. Vous voulez aller vers votre objectif, le troisième à droite, troisième bloc à droite. Et au milieu, vous avez cette préparation et donc comment et quoi mettre en place, que faire. Donc voilà, vous avez tout et cette vision un peu synthétique de ces 3 vidéos et qui vous en dit un peu plus sur mes conseils et moi comment j'aborde, on va dire, une préparation d'ultra, non seulement pour moi, mais aussi pour les coureurs que j'accompagne. Let's go, maintenant il n'y a plus qu'à, vous avez un bon plan, une vue d'ensemble et vous pouvez rentrer dans le vif du sujet. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ces vidéos parce que si vous en êtes là, vous avez passé plus d'1h30, quasiment 2 heures avec moi. Merci. 3 options maintenant. La première, c'est que si ça vous a pas aidé, si ça vous a pas plu, je suis désolé de vous avoir fait perdre ce temps-là. Si en revanche, ça vous a permis de mieux structurer et de prendre des informations qui vous sont utiles, d'avoir une vue plus cohérente et une vue d'ensemble sur ce que c'est qu'une préparation d'ultra ou une façon de la voir, et encore une fois, je ne suis pas dogmatique et je reste vraiment hyper humble sur l'approche. Si ça vous a donné ne serait-ce une infime once de coup de pouce, ou alors si ça vous a éclairé ou carrément aidé, c'est trop bien, j'en suis le premier ravi. Je vous souhaite la meilleure des préparations, prenez beaucoup de plaisir sur les sentiers. Et puis la troisième option, c'est si jamais vous voulez en savoir un peu plus sur comment on déroule cette préparation dans un accompagnement, comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on construit et comment est-ce qu'on la vit ensemble, surtout cette préparation. Qu'est-ce qu'on met dedans concrètement et comment on le déroule dans votre cas particulier? Et le lien pour prendre rendez-vous avec moi et discuter de tout ça, il est aussi sous la vidéo et en premier commentaire. Si ça peut vous aider, n'hésitez pas et au plaisir de faire connaissance. Encore merci, prenez soin de vous et à très vite.